Et ben voilà, donc on en est déjà au chapitre 3. Aujourd'hui j'ai choisi de vous le lire au soleil, voilà, dans un écrin de verdure, dans le trou du cul du monde, au mage. Alors les mages faut connaître, hein. C'est dans les Cévennes les mages, voilà, donc dans le Gard, et il y fait très beau, voilà. Donc alors ce chapitre devrait être plus sympa parce que j'ai pas mal de vidéos, enfin on commence à être dans des trucs un peu sportifs, donc je vais avoir pas mal de vidéos à vous mettre, un peu plus de photos, voilà. Donc ça s'appelle Changement de vie. Allez, c'est parti mon kiki. J'avais besoin de me sentir léger, fort, rapide, mais surtout assez bien dans ma tête et dans mon corps pour reprendre la compétition de vélo et de judo. Je m'astreignis à un régime physique et alimentaire des plus stricts. Vélo, footing, natation, musculation et judo. Mes journées étaient chargées et le soir je dormais bien. Rapidement, je retrouvais un physique présentable et je me sentais enfin bien dans mes baskets. Je passais 3 heures par jour à la salle de musculation. C'est là que j'ai rencontré la mère de mon fils, déjà mère de 2 enfants, d'une première union, Jean-Michel, 5 ans, et Marie-Laure, 13 mois. J'avais fini ma séance sous les barres et je travaillais mes assouplissements. J'étais en écart facial entre 2 tabourets, et ouais, j'étais jeune, j'étais jeune et souple, lorsqu'elle est passée près de l'accès à la salle. Elle a marqué un temps d'arrêt, a ouvert de grands yeux. Même si je sais qu'il ne faut pas regretter les choses que l'on a faites dans sa vie, je crois que cette fois-là, j'aurais mieux fait tomber des tabourets, ma vie aurait certainement pris une autre tournure. Le courant est passé rapidement avec les enfants et puisque nous nous entendions relativement bien, nous avons décidé de vivre ensemble. Dépressive, elle était sans emploi. Pour l'heure, je n'avais pas non plus de travail, mais le maire de hier, M. Michel Prats, un personnage peu commun, m'avait assuré de son soutien et j'avais la certitude d'être rapidement embauché à la mairie. Il est vrai qu'un jeune de 20 ans, ancien combattant, bardé de décorations, de surcroît deuxième dan de judo, ce n'était pas courant. Je décidai donc de tenter, par le biais de mes connaissances, de trouver un emploi à celle qui allait partager ma vie. Je la présentai à certains membres du conseil municipal qui, justement, ouvraient un concours de recrutement pour la future police municipale de la ville. Nous nous sommes donc présentés tous les deux au concours. Comme il souhaitait recruter 2 femmes et que de surcroît elle était mon amie, elle fut un peu pistonnée et intégra la police municipale. Pour ma part, bien qu'ayant obtenu 15,5 de moyenne, je fus recalé. Je ne comprenais pas, car j'avais de loin obtenu la plus haute moyenne du concours. En fait, j'avais ramassé un 0 à l'épreuve de dictée. C'est par cette note éliminatoire que je fus recalé. Néanmoins, le maire tint parole et, en attendant le prochain concours, m'embaucha comme agent d'enquête à son service, m'octroyant la possibilité de gérer mon temps de travail à ma guise. Ainsi, je pouvais équilibrer les créneaux pour m'entraîner comme je le souhaitais. Toujours grâce à mon relationnel, nous avons eu l'opportunité d'intégrer un appartement à proximité de chez mes parents. Les choses ont alors commencé à se compliquer. Je ne comprenais plus ma compagne. Ce n'était pas la manière dont j'imaginais la vie à deux. Je préparais mon brevet d'État et je devais me concentrer sur cette préparation. Mes résultats sportifs se rapprochaient de ceux que je réalisais par le passé. Tout allait bien, sauf mes rapports à la maison. J'avais 20 ans, je débordais de testostérone et je ne pouvais pas accepter de passer mon temps à lui faire plaisir, m'occuper de ses enfants et faire le ménage sans rien recevoir en retour. J'évoque bien évidemment les relations sexuelles. Aussi, je décidai de couper court à cette mascarade et d'annoncer à ma mère et à ma grand-mère ma décision de me séparer de ma compagne et de la laisser se débrouiller seule. Ce jour-là, je me pris une soufflante. On me fit remarquer que j'avais pris une femme avec 2 enfants et que je devais l'assumer, qu'il ne serait pas correct de ma part de l'abandonner. Comment aurais-je pu comprendre ces réactions venant de mon propre clan, alors que le père des enfants, censé être le premier concerné par l'éducation de ses gosses, n'en avait que faire? À en croire le discours de mes proches, c'était à moi d'assumer le rôle que leur propre père avait déserté. La mort dans l'âme, je choisis de rester, tout en me demandant comment j'allais pouvoir vivre avec une femme qui ne m'aimait pas et qui voyait en moi seulement le père de substitution pour ses enfants. Accessoirement, une source de revenus supplémentaires. Faisant abstraction de tous ces points négatifs, je m'appliquais à remplir au mieux les rôles qui m'étaient dévolus, à savoir l'éducation des enfants, aller bosser pour ramener un salaire
et les week-ends, animer soirées, mariages, etc. pour gagner du cash et mettre du beurre dans les épinards. Cette vie ne me correspondait pas vraiment. J'étais un homme avec des besoins physiques et je souhaitais également être désiré, apprécié, reconnu. Rien de tout cela n'existait. Nos relations sexuelles, environ 3 fois par mois, me laissaient entrevoir la possibilité d'aller chercher ailleurs ce que ma propre compagne était incapable de m'offrir. Pourtant, à la maison, je restais le même et m'efforçais de ne pas changer ma façon d'être. J'aimais ses enfants et je pense qu'à cette époque, la réciproque était vraie. Sans savoir encore pourquoi, en 1987, l'année où j'intégrais l'école de police de Paris, je lui proposais de devenir ma femme. Cette fois encore, j'aurais mieux fait de me casser une guibole. Ce mariage n'arrangea aucunement nos relations, mais lui permit simplement d'avoir une mainmise supplémentaire sur le bonhomme. C'est cette même année que je me suis essayé au triathlon. Sans le savoir, ce dimanche de mai 1987, je venais de trouver ma voie. Ma vie était toujours aussi naze, alors je me partageais entre mon boulot, qui ne me plaisait pas, le judo, le triathlon et les animations de soirée. Un jour, ma chère et tendre m'annonça qu'elle ne portait plus son stérilet. Si je savais qu'elle désirait un gamin, pour ma part c'était hors de question. 2 à la maison me suffisaient. Et le jour où je souhaiterais partir, rien ne me retiendrait. C'était bien mal la connaître, car telle une migale, elle avait la main mise sur moi, et quelques jours plus tard, elle m'annonça être enceinte. Je m'étais fait piéger, et j'allais devoir reconsidérer ma vie à venir. Même si je ne souhaitais pas cet enfant, il serait le mien. Je ne pourrais pas partir sans risquer de ne plus le revoir. Connaissant le personnage, il n'y avait pas d'alternative. D'ailleurs, l'avenir confirmera que je ne m'étais pas trompé. Christophe est né le 18 novembre 1988, en fin d'après-midi. Je me souviens que durant toute la grossesse de ma compagne, j'avais refusé de connaître le sexe de mon futur enfant. C'est moi qui l'ai mis au monde. Quand il fut sur le ventre de sa mère, le médecin accoucheur, en lui soulevant la jambe, me dit « C'est un garçon et il est bien équipé. »« Ah bon ? Ce n'est pas bien grave, on le gardera quand même. » Sur l'instant, j'étais déçu car j'aurais préféré une fille. Néanmoins, ma vision s'est très vite transformée puisque j'ai pris conscience des choses. Un enfant est un cadeau de Dieu et Christophe est devenu la plus belle chose de ma vie. Les aléas de l'existence, l'incompréhension et la connerie humaine nous ont aujourd'hui éloignés, mais qui sait. Peut-être qu'un jour, lorsqu'il aura grandi et sera devenu un homme, que la vie ne l'aura pas épargné et l'aura aidé à mûrir, comprendra-t-il que son père souhaitait seulement son bonheur, même s'il n'a pas su le lui offrir comme lui l'aurait souhaité ou imaginé. Je me trouvais devant un sacré dilemme. J'étais maintenant père de 3 enfants et je devais faire mon possible pour qu'ils soient élevés de la meilleure des manières. Nous ne roulions pas sur l'or, mais néanmoins, nous nous en sortions. L'ambiance avec madame était toujours le même et je prenais sur moi pour que les choses se passent sans encombre. Je savais qu'elle me trompait et avec qui. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne choisissait pas le haut du panier. Même avec du recul, je ne peux toujours pas comprendre ce comportement d'aller fricoter avec des types qui ne ressemblaient à rien, alors qu'à la maison, elle avait un mec plutôt pas trop mal. Toujours est-il que j'aurais été con de ne pas en faire autant. J'allais donc chercher à l'extérieur ce que je n'avais pas à la maison. Mon physique était plutôt correct, et si elle ne souhaitait pas l'utiliser, d'autres ne se feraient pas prier. J'avais 24 ans, et je ne m'imaginais absolument pas devenir moine. Je savais que nous ne finirions pas notre vie ensemble, et je prenais mon mal en patience. En décembre 1989, alors que nous regardions la télévision, nous sommes attirés par une émission qui, au fil des ans, deviendra un grand classique annuel, le Téléthon. En regardant ces enfants, je pense qu'un jour l'un des miens pourrait également être atteint d'une maladie génétique et qu'à ce moment-là, je serais certainement heureux de voir quelqu'un lui venir en aide ou lui apporter son soutien. L'avenir, une nouvelle fois, m'a donné raison. Aujourd'hui, Jean-Michel et Christophe sont atteints d'une maladie génétique en lien avec les yeux et Marie-Laure d'une autre qui lui bloque certaines de ses articulations. Pour couronner le tout, je suis moi-même atteint d'hémochromatose, une maladie génétique se traduisant par un taux anormalement élevé de fer dans le sang, avec le risque que celui-ci se localise et se dépose dans les artères et le foie, entraînant de ce fait une issue fatale. Je n'en suis pas là et j'avoue même vivre sans m'en préoccuper outre mesure. Un contrôle de temps en temps et roule bouboule. Mon oncle Jean a plus de 70 ans
et est également atteint et tout va bien pour lui. Par ailleurs, l'avantage de pratiquer beaucoup d'activités sportives permet de taper dans les réserves de fer et ainsi d'accéder à un taux plus correct, même si celui-ci reste largement supérieur à ce qu'il devrait être. Devant cette émission, une idée insensée germe en moi. Et si, pour apporter ma pierre à l'édifice, je me lançais également dans l'aventure? Peut-être pourrais-je me lancer un défi démesuré? Et j'allais y réfléchir. Quelques semaines plus tard, la germination était terminée. Sans être un excellent triathlète, je terminais mes courses relativement frais. En fait, j'avais même remarqué que plus la distance était importante, mieux je me sentais. Je savais qu'il existait un record du monde de 24 heures détenu par le français Dominique Garcin. Alors, pourquoi ne pas tenter de faire mieux? Les distances ne paraissaient pas insurmontables et je me sentais de les réaliser. Le Téléthon durait 30 heures. Ne serait-il pas plus judicieux de lancer le défi de 3 fois 10 heures? 10 heures de natation, 10 heures de cyclisme et 10 heures de course à pied. Le défi était lancé. Il me restait simplement à convaincre les instances politiques de la ville de Hyères de tenter cette expérience sur la commune, de trouver quelques partenaires et surtout de me préparer physiquement à relever ce défi original qui n'allait pas être une partie de rigolade. Ma première démarche consistait à me tourner vers ma hiérarchie afin de solliciter quelques créneaux horaires pour préparer ce challenge. Je pris donc ma plus belle plume et adressai un rapport au commissaire responsable de mon arrondissement. À peine ce rapport parvenait-il entre les mains de mon brigadier que je m'entendis traiter de taré et qu'en aucun cas cela ne serait accepté. Il y avait un travail à effectuer et les sportifs n'allaient pas commencer à foutre la merde dans le service. Je tombais une première fois de mon nuage sans comprendre ce en quoi mon projet pouvait le gêner, hormis peut-être un soupçon de jalousie. Depuis mon arrivée dans ce service, ce brigadier, au demeurant plutôt sympa, ne supportait pas que j'arbore sur mon costume davantage de décoration que lui. Il n'était pas le premier et certainement pas le dernier. Néanmoins, l'avis défavorable qu'il ne manquait pas de joindre à ce rapport risquait fort de compromettre mon initiative. Le commissaire, allant dans mon sens, refusait toute aide, aussi minime fût-elle. Hors de question que je baisse les bras, et je pensais en mon fort intérieur, puisque je bénéficie d'aucune aide, je m'entraînerai de nuit, en dehors de mon boulot, et pour vous faire fermer le clapet, je réussirai ce challenge que je me suis fixé. À la mairie de Hyères, dans l'Essonne bien sûr, l'accueil fut plus encourageant. Il faut dire que le maire me connaissait pour mes exploits sportifs réalisés dans d'autres disciplines, certes, mais qui me donnait quand même une certaine dimension à ma démarche. Sachant ce que je voulais, j'avais préparé un dossier béton. Ce défi devait être un exploit personnel, une manière de récolter des fonds pour le Téléthon, mais aussi une grande fête sur la ville, un peu comme une grande kermesse. Nous avons traité de concert et mon projet avançait petit à petit. Le maire adjoint chargé des sports, Gérard Jamet, m'avait autorisé à utiliser la piscine le soir après 22 heures. Seule contrainte, je devais attendre que le bassin soit évacué par les derniers clubs utilisateurs. Même si c'était tard, j'acceptais le créneau. Si je disposais des clés de la piscine et du code de l'alarme, je devais néanmoins toujours être accompagné de quelqu'un, et ce pour des raisons de sécurité. Avec le recul, je dois bien reconnaître que j'étais souvent seul. Je pouvais difficilement demander à mon père de m'accompagner en permanence et de poireauter pendant de 2 à 4 heures sur le bord du bassin. Tous les soirs, c'était la même chose. Après le film, je me rendais à la piscine et je nageais de 4 à 10 km. Comme mon job dans la police m'imposait des horaires décalés, il m'arrivait de me lever à 3 heures du matin pour aller nager avant de prendre mon train et partir travailler. Rien n'aurait pu entraver ma motivation. Pour les deux autres disciplines, je profitais de mes moments de liberté. Il m'arrivait également d'effectuer les 25 km qui séparaient mon domicile de mon lieu de travail à vélo ou en courant. En général, pour réaliser cet exercice, je profitais des semaines où je travaillais l'après-midi. Lorsque j'arrivais en courant au poste, les collègues me prenaient pour un cinglé, d'autant que le soir, je devais refaire le même trajet pour rentrer à la maison. Beaucoup ne croyaient pas à ce défi et imaginaient que j'allais me planter. Qui sait, sans doute même attendait-il ce moment avec impatience. Mais je n'avais aucunement l'intention de leur donner cette occasion de rire à mes dépens. Peut-être étais-je le seul à croire en cette aventure. D'ailleurs, lorsque je lui avais présenté ce challenge, ma mère, toujours très fine psychologue, m'avait dit « Mais tu vas jamais y arriver, t'es nul en course à pied !» Au moins, ça venait du cœur.
Il est vrai que la course à pied n'était pas la discipline dans laquelle j'étais le plus fort, même si malgré tout je détenais un record à 2h59 au marathon. Sans être une performance exceptionnelle pour un spécialiste, cela restait plus que correct pour un adepte de l'ultra-triathlon. J'allais devoir m'employer à faire rabattre le caquet de tous mes détracteurs et, plus que jamais, ma devise, ou plutôt celle que j'avais repris à mon régiment, restait d'actualité. Même si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur à sauver. Pour que le projet soit viable, je devais trouver quelques sponsors, non pas bien évidemment en termes financiers, mais sur le plan du matériel, de façon à pouvoir concrétiser cette initiative dans les meilleures conditions. Cette partie du défi représentait pour moi l'étape la plus difficile. Je ne suis pas un accro du téléphone, et lorsque je prends contact pour solliciter un partenaire, j'ai toujours la désagréable sensation de me prostituer. Aujourd'hui encore, Carole, mon épouse, doit me secouer pour que j'appelle, et ce, même les personnes que je connais très bien. Bon, pour info, c'est plus mon épouse, mais c'est pas grave, hein. Le livre il date de l'époque. C'est un vrai métier et ce n'est pas le mien. On ne se refait pas. Après avoir passé beaucoup de temps au téléphone, j'ai finalement obtenu quelques soutiens. À cette période, 2 de mes interlocuteurs m'ont particulièrement marqué. Lorsque j'ai téléphoné chez ASICS, je suis tombé sur Didier Lalance, qui a accepté de me recevoir. Il était alors le responsable de la promotion de cette marque japonaise qui commençait à s'implanter en France. Lorsque je me suis présenté à son bureau, je n'en menais pas large. Il est vrai que, mis à part ma motivation, je n'avais pas grand-chose comme palmarès triathlétique à lui présenter. Nous avons longuement discuté. Avec mon cœur et mes tripes, j'ai vendu mon projet. Au bout d'un moment, il m'a dit « Ok, c'est bon, je t'équipe. Tu as une bonne gueule, tu as l'air sympa, ton truc est complètement débile, mais je vais te suivre. » Je venais de franchir un premier cap. Il m'a équipé de chaussures, tenues et bien d'autres choses encore. J'étais comme un gamin qui venait de découvrir ses cadeaux au pied du sapin. Quelques jours plus tard, j'effectuais une démarche auprès de l'équipe professionnelle cycliste Z. Le service course de cette équipe était situé à 300 mètres de chez moi, et j'avais la chance de connaître 2 des mécaniciens qui y travaillaient. À cette époque, l'équipe comptait dans ses rangs des grosses pointures, comme Gilbert Duclos-Lassalle, Ronan Pinsec, Éric Boyer, avec lesquels j'avais couru en minime et en cadet. Mon dossier fut présenté à Michel Laurent et Roger Leget par mes amis mécanos. Une nouvelle fois, grosse surprise pour moi puisqu'ils acceptèrent de me fournir en textile et de prendre en charge l'entretien de mon vélo. Par la suite, Éric Boyer, qui fut plus tard le manager de l'équipe professionnelle Cofidis, accepta d'être mon parrain pour ce défi, tout comme Jean-Pierre François, le chanteur en vogue à cette époque, connu pour son titre « Je te survivrai ». Son frère, Gilles, policier comme moi, était mon meilleur ami et par chance, nous étions affectés au même endroit. En novembre, le dossier était bouclé. Non seulement j'étais prêt physiquement, mais j'avais, pour ainsi dire, tous les sponsors dont j'avais besoin. Les parcours ayant été acceptés par les préfectures, il me restait seulement à trouver un partenaire pour nourrir les bénévoles qui garderaient les carrefours de jour comme de nuit, durant la course. Je prenais donc rendez-vous avec M. Gérard Amand, directeur d'un petit supermarché Shopee, situé non loin de chez moi. En entrant dans le bureau de ce personnage, j'avoue avoir été plutôt impressionné. Le Lascar devait peser un peu plus de 100 kg, il avait des mains monstrueuses et il me regardait bizarrement derrière ses grosses lunettes à cul de bouteille en fumant un gros cigare. Il m'invita à m'asseoir et me demanda ce qui m'amenait. Après lui avoir exposé mon projet et mes besoins, il m'accorda son soutien en s'engageant à nourrir tous les bénévoles. Il me proposa même de venir remplir gratuitement un chariot pour mon ravitaillement personnel. Il me déclara ensuite ne pas être intéressé par le sport et qu'après être venu à la piscine déposer la marchandise, je ne le reverrai pas. Au moins, ça avait le mérite d'être clair. Effectivement, le jour du défi, je nageais depuis environ 5 heures lorsqu'il est arrivé à porter les sandwichs. En sortant de l'eau, après 10 heures d'effort, je l'aperçus, il était toujours là. Ensuite, comme si cela avait été prévu au programme, il prit le volant de son camion, s'installa en protection à l'arrière du peloton et il n'en décolla pas durant les 10 heures de l'épreuve cycliste. Il en fit de même pendant les 10 heures de course à pied. Pour quelqu'un qui n'aimait pas le sport, je trouvais alors qu'il s'était vraiment investi. Par la suite, il est devenu président de l'association Rêve et Réalité, créée pour gérer mes défis et mes déplacements en compétition.
Pour amplifier davantage ma démarche de soutien au Téléthon, nous avions fait fabriquer des objets publicitaires, t-shirts et pins que nous allions vendre au cours des 30 heures afin de récolter des fonds supplémentaires pour l'AFM, l'association organisatrice de ces journées caritatives. Stéphane Casiraghi, un ami de longue date avec lequel j'avais joué au foot lorsque j'étais gamin, me proposa d'effectuer ce défi pour une petite fille qu'il connaissait atteinte de myopathie. Bien entendu, j'acceptais et je fis la connaissance de Vanessa, une fillette de 8 ans bloquée dans son siège électrique. Belle, avec un sourire qui en disait long, je ne pus m'empêcher de penser aux souffrances qu'elle devait endurer. L'année précédente, elle avait été choisie pour être l'ambassadrice du Téléthon national. Vedette de cet événement, son visage apparaissait sur toutes les affiches. Je fus également contacté par Annette Bulot, la maman d'Aurélie, une petite fille également atteinte d'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique qui malheureusement n'avait pas encore été reconnue officiellement par l'AFM. En fait, cette maladie est assez particulière, puisqu'au stade le plus bénin, elle apparaît sous forme d'ampoules appelées des bulles. Tout comme nous pouvons en avoir aux pieds, les personnes atteintes se retrouvent avec des ampoules sur n'importe quelle partie de leur corps. Au moindre frottement, au moindre échauffement, en passant le balai ou en repassant, dans sa forme la plus grave, les bulles peuvent se former sur l'œsophage ou peuvent même entraîner la perte d'un membre. J'acceptais aussi de leur apporter mon soutien. Tout était prêt et le vendredi 3 décembre 1990 à 18 h, je me jetais à l'eau pour 10 heures. J'étais vraiment bien entouré. Les docteurs Jean-Pascal Berton et Dominique Baudon avaient accepté d'être présents. Sylvie Corvy, kiné de son état, s'occupait de me masser et des soins de mes pieds. Dominique Morette et Jean-Robert Gartmann, deux amis policiers moniteurs de sport, allaient quant à eux gérer l'infrastructure en général. Bon nombre de copains et d'amis étaient venus me supporter dans mon entreprise, un peu farfelue. Certains nageaient un peu à mes côtés, d'autres pédaleraient ou courraient. Tout se déroulait à merveille, le public avait répondu présent, Vanessa et Aurélie, mes petites protégées, étaient là et l'ambiance à la piscine était géniale. Nous avions installé des haut-parleurs dans l'eau pour que je ne m'ennuie pas et mon ami Alain Roux, également policier, s'était chargé de l'animation micro. Le public participait bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Même mon professeur de judo, M. Bridou, se tenait sur le bord du bassin et pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu dire qu'il était fier de moi. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas se douter que je pouvais l'entendre. Ses compliments m'ont fait chaud au cœur. À ses côtés, la présence de Marc Alexandre, alors champion olympique de judo, m'a énormément touché. Grand monsieur du judo international, il s'était souvenu que gamin, j'avais travaillé avec lui sur le tatami de l'Institut national des sports. Il lui est même souvent arrivé le soir après l'entraînement de me ramener en voiture tout près de mon domicile pour m'éviter de rentrer seul dans les transports en commun. Le chrono défilait et il me faudrait bientôt quitter la piscine pour enfourcher mon vélo. À l'extérieur, la température n'était pas des plus clémentes. Nous étions en décembre et le baromètre affichait aux alentours de 0 degré. Après 9h30 d'effort, mon pari était réussi. J'avais nagé 25 km 250. Aussi, je m'accordais une petite demi-heure, le temps de prendre une douche, me faire masser et manger quelque chose de chaud. À cette époque, les transitions entre deux disciplines étaient un peu folkloriques. Aujourd'hui, si vous passez plus de 5 minutes au changement de tenue, vous risquez d'avoir course perdue. Je parle bien entendu d'ultra-distance, car sur des distances plus courtes, ces temps de changement se calculent en secondes. L'huissier était présent à côté de mon vélo, prêt à donner l'heure exacte du départ de la seconde épreuve. Rien n'avait été laissé au hasard. Les choses devaient être réalisées dans les règles. Autour de moi, je commençais à apercevoir les visages de certaines personnes changer de couleur. Beaucoup auraient aimé que je me plante. Pourquoi ? Je ne saurais pas le dire, certainement par jalousie ou simplement par bêtise. On ne pourra jamais empêcher la méchanceté des gens, ni même leur jalousie, par rapport à votre réussite. Je pense sincèrement qu'ils ne peuvent certainement pas imaginer les efforts consentis pour arriver à un tel résultat. Comment pourraient-ils concevoir que le soir, alors qu'ils partent se coucher, vous vous rendez seul à la piscine pour nager 2 ou 3 heures, ou bien encore que sur votre vélo, vous arpentez les rues de la ville alors qu'ils dorment paisiblement. Les discours de ces personnes sera évolutif tout au long de ma tentative. De nombreux cyclistes avaient répondu présent. Nous formions un peloton d'une trentaine d'unités et nous roulions à un bon rythme. Afin de respecter les valeurs du triathlon, je restais en tête pour ne pas m'abriter dans les roues de mes camarades de route.
Après environ 3 heures de pédalage, nous avons eu la désagréable surprise de voir la neige apparaître sur le parcours. Nous n'allions certainement pas abandonner là. Nous prîmes le risque de continuer. Ce qui devait arriver arriva. Au détour d'un virage, ma roue avant, que j'avais pris soin d'équiper d'un boyau fin de 18 mm, se déroba et je me retrouvais les 4 fers en l'air. Mon genou avait tapé le sol et il gonflait légèrement. Je fis rapidement une halte au stand afin de soigner ce bobo et changer mes vêtements mouillés contre d'autres chauds et secs. Sur le bord de la route, les visages des détracteurs s'illuminaient. Va-t-il se planter? Va-t-il pas aller au bout de son défi? C'était bien mal me connaître. Rapidement, le peloton reprit la route. À mes côtés, les cyclistes se relayaient. Par sympathie, Anne-Marie Rouchon, Bruno Ferrat et Didier Lafarge, tous 3 membres de l'équipe de France de triathlon traditionnel, étaient venus rouler à mes côtés. Il faisait vraiment froid, mais la neige avait cessé de tomber. Les mains dans des moufles pour être au chaud, j'en ai rarement glissé une dans ma poche arrière de mon maillot pour prendre le ravitaillement si minutieusement calculé par Jean Robert. Après 9h30 de vélo, le second défi était relevé. Je réalisais 237,7 km. Alors que je rentrais dans la mairie annexe de mon quartier, gentiment mise à notre disposition par le maire pour servir de lieu stratégique, j'eus le plaisir de constater que la chaîne de télévision France 2 avait détaché sur place une équipe prête à faire un flash sur moi. C'était ma première apparition télévisée et je crois que, la fatigue aidant, je ne devais pas être très loquace. Je me souviens même de m'être emmêlé les crayons en répondant à une question portant sur le nombre de mes enfants. Une nouvelle fois, l'huissier m'attendait sur le pas de la porte pour me donner le top départ de la dernière épreuve. Vanessa et Aurélie étaient toujours présentes. Je me souviens avoir pu lire dans leurs yeux toute la reconnaissance et l'admiration qu'elles me témoignaient. Je savais combien pour elles c'était important, car leur chance de guérison dépendait aussi de l'argent récolté lors de ce type de défi. Après environ 3 heures de course à pied, j'eus la désagréable sensation de sentir mon corps m'abandonner. Mes muscles ne répondaient plus, j'avais de grosses difficultés à me concentrer, et je compris vite que la machine formidable qui m'avait permis d'avancer durant ces 23 premières heures me laissait seul face à moi-même et sans aucune ressource. Livide, je me tenais pratiquement plus sur mes jambes, et pourtant il me fallait tenir encore 7 heures pour honorer mon défi. Hors de question d'abandonner maintenant, alors que j'étais si près du but. Vanessa et Aurélie n'auraient pas compris, et jamais je n'aurais pu me le pardonner. Je m'accordai donc quelques minutes face au médecin afin de connaître le diagnostic. Il était simple. J'étais tout simplement victime d'une hypoglycémie. Cette fringale, comme on a la coutume de la nommer, que craignent tant les athlètes, venait de me tomber dessus. Il était vrai que le froid subi durant l'épreuve cycliste n'avait rien arrangé. D'autant que pour ne pas avoir à enlever mes gants et passer la main dans mes poches arrière, je n'avais carrément rien mangé. Ce type d'erreur se paye cash dans ces défis bien particuliers. Le corps est une machine fabuleuse, mais il doit être bichonné. Un moteur sans essence ne peut pas fonctionner. Une hypoglycémie, sur une course traditionnelle, c'est l'abandon assuré. Là, bien entendu, il n'était pas envisageable d'arrêter avant la fin de l'aventure. La seule solution consistait à recharger en urgence les batteries en sucre. Pour cela, pas 50 000 solutions. Manger un maximum d'aliments sucrés et espérer que l'organisme les assimilera au plus vite afin de les transformer en énergie. S'il m'était vraiment difficile d'ouvrir la bouche pour parler et plus encore pour manger, en imaginant la tête de ceux qui dehors attendaient que je me plante, ma détermination à réussir s'amplifiait. Jamais ces gens-là ne pourront s'imaginer à quel point ils ont pu être source de motivation pour moi à ce moment-là. Je repartis donc en mangeant et en marchant. Toujours nombreux, notre périple devait nous conduire à Paris sur le plateau du Téléthon installé à l'Aqua Boulevard. Le parcours avait été tracé de telle manière que je devais arriver quelques minutes avant le passage direct à l'antenne de France Télévisions. Je me souviens avoir marché une bonne heure avant que les batteries ne soient rechargées. Doucement, sans brusquer la machine, je me suis remis à courir. Tout semblait vouloir fonctionner à nouveau normalement. S'agissant de mes détracteurs, même si je sais que dans la vie on ne peut pas plaire à tout le monde, j'éprouve de grandes difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles je suis critiqué ainsi. D'autant que je me considère comme quelqu'un de plutôt simple, bon vivant et extrêmement sociable. Serait-ce la jalousie qui les anime ? Mais la jalousie de quoi? D'un semblant de réussite? D'heures passées à s'entraîner seul, de jour comme de nuit? De sacrifices alimentaires, physiques ou financiers? Ou encore la jalousie de ne rien partager avec ma famille? Les triathlètes ne sont ni des footballeurs ni des tennisman.
Pour réaliser une saison, il convient de trouver des partenaires. Professionnel depuis janvier 2002, je n'ai pas perçu le moindre salaire. Le faible budget qui m'est alloué par sponsoring sert essentiellement à payer mes déplacements et ceux de mon team, mes inscriptions sur place et à faire fonctionner l'association qui gère le dit budget. Alors, au vu de cela, de quoi être jaloux? À ce jour encore, je reste convaincu que si je leur proposais ma place, pour rien au monde, ils ne l'accepteraient. Je me souviens d'une remarque de mon ami Jean-Claude Ballardin, alors mécano de l'équipe professionnelle Z, quelques jours avant mon triathlon. Tu vois Pascal, aujourd'hui, beaucoup de gens doutent de toi, et certains se foutent même de ta gueule. D'autres espèrent que tu vas te planter. Je travaille dans le milieu professionnel du cyclisme depuis de nombreuses années, et c'est la même chose. Lorsque tu auras réussi, ce que je te souhaite, tous ces gens viendront te voir et te taperont dans le dos en t'appelant par ton prénom. Le monde du sport est impitoyable et regorge de faux culs. Pour ceux qui souhaitaient ta perte, ce sera autre chose. Ils viendront également te féliciter, mais dans ton dos, ils iront raconter que tu étais chargé. Je peux vous certifier qu'il avait vu juste. Il ne s'était trompé en rien. En termes de faux culs et de mauvaise langue, aucun n'a manqué à l'appel. Lorsque nous sommes arrivés aux portes de Paris par le quai de Bercy, nous eûmes l'agréable surprise d'apercevoir un véhicule de police qui, gyrophare allumé, nous attendait pour nous conduire à bon port. Mon administration avait eu la gentillesse de s'investir un minimum pour souligner l'exploit que je venais d'accomplir. Nous étions encore une trentaine à courir lorsque nous traversâmes Paris, du long de la Seine jusqu'à l'hôtel de ville. Pour moi, il s'agissait là d'un merveilleux clin d'œil, puisque c'était mon lieu d'affectation et que, à ce même endroit, je bitumais pour garder l'édifice où demeurait Jacques Chirac, alors maire de Paris. Nous devions ensuite rejoindre et remonter la rue de Rivoli jusqu'à la Concorde. Paris, à ce moment de l'année, est magnifique. À quelques jours de Noël, les vitrines sont décorées et les rues illuminées. J'avais l'impression de vivre un rêve, à l'image d'un gamin auquel on vient d'offrir la réplique d'un camion de pompiers flambant neuf. Arrivés à Concorde, nous avons traversé le pont avant de longer les quais. Bien entendu, la récompense suprême aurait été de remonter l'avenue des Champs-Élysées, mais nous n'avons pas obtenu l'autorisation en ce sens. Record du monde de triathlon pendant 30 heures, certes, mais pour pouvoir remonter les Champs-Élysées, il faut au moins être footballeur. Arrivés sur place, environ 15 minutes avant l'heure prévisionnelle de la fin de mon défi, nous avons réalisé une boucle supplémentaire d'environ 500 mètres dans l'attente de ma délivrance physique et du verdict de l'huissier qui vérifiait la distance sur un compteur préalablement étalonné. Enfin, le verdict tombait. J'avais parcouru 90,2 km et battu mon premier record du monde. Une ambiance indescriptible m'entourait. Toutes les personnes présentes avaient vécu intensément ces 30 heures et elles partageaient avec moi cette joie d'être allées au bout du défi. Tous étaient conscients qu'au-delà de la réussite sportive, des fonds avaient été récoltés pour le Téléthon, ce qui en fait répondait à notre objectif premier. Nous avions fait très fort puisque nous ramenions à Paris la somme approximative de 250 000 francs. 250 000 francs. C'est de l'oseille ça, hein? Pour clôturer cette longue journée, nous avons été invités à passer à l'antenne aux côtés de Marie-Ange Nardi. Ce jour-là, M. Michel Berson, alors député de l'Essonne et maire de Crosne, avait fait le déplacement pour me féliciter. À cette occasion, il avait partagé avec nous les honneurs du petit écran, revêtu, comme tous les membres de l'équipe, d'un sweat ASICS jaune fluo. Après cette arrivée triomphale, au moment de sortir de l'Aqua Boulevard, M. Hamon, celui-là même qui m'avait dit ne pas aimer le sport et ne surtout pas compter sur lui, nous attendait à l'extérieur, les mains chargées de bouteilles de champagne. Il m'arrosa copieusement, puis offrit une coupe à toutes les personnes qui, durant ces 30 heures, étaient restées à mes côtés pour m'aider et me soutenir. J'avais réussi mon pari, et déjà je voyais plus loin. S'il est souvent aisé de réussir une première performance, rééditer l'exploit et ainsi faire ses preuves l'est beaucoup moins. J'allais m'efforcer de prouver que ma réussite n'était pas seulement le fruit du hasard, mais également la récompense d'un travail assidu et d'un investissement personnel de tous les instants. Suite à ce premier record, bon nombre de choses avaient changé. Comme me l'avait dit mon ami Ballardin, dont je vous parlais tout à l'heure, les gens me considéraient différemment, en particulier ceux qui ne me remarquaient pas auparavant. En prenant du recul, je me suis aperçu que j'étais vraiment entouré d'une multitude de faux culs. De réception en récompense, je devenais quelqu'un dont on parlait un peu et que les gens reconnaissaient.
pas de quoi non plus se prendre pour un autre, puisque en fait cette reconnaissance ne dépassait que très légèrement le cadre du canton, voire du département. Si j'avais pris la grosse tête à 15 ans, j'étais désormais en âge de faire la part des choses et surtout, j'avais à mes côtés des personnes de confiance pour me remettre rapidement à l'heure. Je ne voulais pas en rester là. Aussi, soutenu par quelques amis, je projetais de réaliser un nouveau défi dans le cadre du Téléthon suivant. Nous avons donc décidé de fonder une association et de la nommer Rêve et Réalité, car ce nom correspondait pleinement à notre philosophie. Celle-ci avait pour objet de trouver des partenaires, gérer mes déplacements en compétition et organiser des projets à venir. Je pouvais désormais me servir de mon semblant de carte de visite pour faire connaître cette discipline et tenter de médiatiser un tant soit peu mes performances. La présidence de Rêve et Réalité fut confiée à monsieur Gérard Amand. Nous étions devenus amis et pour moi, il était devenu GG Chopi. Le secrétariat était assuré par Gérard Lezay, professeur de sport au collège Guillaume Budet à Hyères, fan de montage vidéo. Après les 30 heures de décembre, il avait réalisé un très beau film à partir de diapositives. C'est à cette époque que j'ai fait l'acquisition de mon premier ordinateur. Sans être vraiment génial, il allait néanmoins me permettre de rédiger mes courriers, de créer mes premiers pressbooks et également de faire de la musique. Sur cet ordinateur, j'avais branché mon synthétiseur et à l'aide d'un logiciel de musique, je transcrivais des partitions que je transformais ensuite en orchestration. Ce fut pour moi un nouveau challenge car en fait, je n'avais jamais posé les doigts sur un clavier et je comprenais vraiment pas grand chose à l'informatique. Mes seules connaissances tenaient à ces quelques rudiments appris au cours des quelques mois de mon service militaire derrière une vieille machine à écrire. Ma spécificité, c'est d'être un garçon tenace. Il est très rare que je renonce. Aussi, au terme de nombreuses heures devant mon écran, j'ai finalement acquis assez rapidement les rudiments de l'informatique, tout au moins suffisamment pour réaliser toutes les choses que je souhaitais, voire même au-delà. Un nouveau défi que nous avions imaginé consistait à réaliser pour le Téléthon 91 6 Ironman, soit 24 km de natation, 1080 km de cyclisme et 253 km de course à pied. Cette fois, nous poussions la plaisanterie un peu plus loin et le challenge allait être autrement plus difficile que le premier. J'allais réellement me lancer vers l'inconnu puisque, en plus de l'effort physique, j'allais devoir apprendre à gérer mon sommeil. Nous ne parlions plus de 30 heures d'effort, mais bien d'environ 120 heures. Et qui plus est, pour ne rien arranger, le Téléthon avait lieu en décembre, à une époque où la température en région parisienne avoisine souvent le 0 degré. Une fois encore, la préparation allait être le point essentiel de ce challenge. Il me fallait augmenter les charges de travail et également participer à un plus grand nombre de compétitions. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec une équipe de la police nationale à participer à un relais Paris-Rome en duathlon, vélo et course à pied, au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Cette épreuve fut une belle partie de rigolade. L'équipe était coachée par Gérald Noël, également triathlète, mais qui, pour ce défi, avait préféré nous encadrer et s'occuper de l'intendance. C'était un sacré numéro. Il lui fallait faire le zouave en permanence. Même si notre équipe était composée de bons éléments, nous ne pouvions prétendre à la victoire finale. Nous avons compensé notre faiblesse sportive par une bonne humeur communicative qui nous a permis de remporter le prix réservé aux athlètes les plus sympathiques. Nous avons terminé 4e du classement général, mais cette semaine de course restera à jamais gravée dans nos mémoires. Parmi les autres équipes se trouvait une team italienne. Celui-ci était emmené par un personnage haut en couleur qui se faisait souvent remarquer par sa verve et par le top modèle qui l'accompagnait. Ce monsieur, c'était le prince Sergio Ferrero di Mureșanu, alors âgé d'une cinquantaine d'années. Sa compagne, le top modèle allemand Andreas Spitzer, devait avoisiner les 24 printemps. Aussi joli qu'il était farfelu, Sergio Ferrero di Mureșanu compensait largement ses différences par une gentillesse exceptionnelle. Le prince parlait très bien notre langue et lorsqu'il apprit mes réalisations sportives, il m'invita à venir à Ibiza, son lieu de résidence où il organisait chaque année en septembre le championnat du monde du quadriathlon. Il s'agissait d'une épreuve hybride au cours de laquelle il fallait effectuer 5 km de natation, 20 km de kayak, 100 km de cyclisme et 21 km de course à pied. Ayant remarqué qu'il parlait beaucoup, j'ai pensé qu'il s'agissait de belles paroles et qu'il ne m'aurait oublié dès la course terminée. Ce ne fut pas le cas, puisque quelques semaines plus tard, il me téléphona pour réitérer son invitation.
Il me suffisait de payer mon billet d'avion, le reste était pris en charge par ses soins. J'ai eu la chance de faire 2 fois le déplacement à Ibiza, même si à cette époque l'île espagnole n'était pas encore réputée pour ses soirées monstrueuses, elle avait néanmoins l'avantage de proposer du soleil et un environnement propice au sport et au repos. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces 2 participations puisque malgré ma sortie dans les 3 premiers après l'épreuve natation, et ce à chacune de mes participations, mes qualités de kayakiste ne m'ont jamais permis de terminer cette épreuve. J'ai malheureusement été contraint à l'abandon à 2 reprises. Et voilà, il était un peu long celui-là. Enfin, j'espère que vous avez apprécié les contenus. Le prochain, ce sera de record en record. Voilà, donc les amis, merci de m'avoir suivi. Pensez à partager, pensez à liker, pensez à en parler, parce que je me fais bien chier quand même pour vous faire tous ces montages. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et moi je vais profiter du soleil, hommage pour du monde. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.